Bonsoir. Donc on va aborder la dernière soirée de ce cycle, qui aura peut-être une suite après l'été, mais ce sera un deuxième cycle. Comme vous avez pu le remarquer, du moins ceux qui ont suivi l'intégralité du cycle, il a manqué une soirée, celle où il était prévu un dialogue avec Alexandre Chemetov. On le regrette parce qu'évidemment, le choix de ces différents intervenants composait une palette de métiers, d'approches différentes. Jean-Christophe Bailly est un écrivain, Annie Fourcault une historienne, Jean Blaise un directeur artistique, Alexandre Chemetov est un paysagiste, et Sébastien Marot, qui est à côté de moi ce soir, est un philosophe. Mais on va rentrer un peu plus précisément dans la définition de ce qu'il est que simplement cette étiquette de philosophe qui ne le résume pas complètement le travail qui est le sien. Alors on va essayer de compenser justement un peu cette absence d'Alexandre Chemetov, l'absence du paysagiste, pas de la personne en chair et en os qu'il est, parce que Sébastien s'intéresse à la question du paysage depuis fort longtemps, depuis le temps même où il a fondé une revue qui s'appelait Le Visiteur, il y a déjà maintenant une quinzaine d'années, non, ça doit être à peu près ça, presque 20, ouais, c'est ça. Laquelle revue avait la particularité de traiter des territoires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que c'était une revue sur le paysage, même si le paysage était fortement questionné à l'intérieur de la revue, mais pas seulement. Il y avait des territoires urbains, ruraux, paysagers, n'importe quel type de territoire pouvait se retrouver traité à l'intérieur de la revue, dans la mesure où justement son sujet, c'était une approche des territoires avec un regard qui essayait d'être neuf et même parfois radicalement neuf. Alors je vais même commencer par justement le titre de cette revue parce que Sébastien, très souvent, tu te définis bien plus qu'un philosophe comme un visiteur. Alors qu'est-ce que tu entends par là? Parce qu'on parle des visiteurs du Louvre, même de Disneyland, etc. Je ne pense pas que tu sois un touriste. Donc qu'est-ce que tu mets de si positif dans ce vocable, enfin, cette dénomination de visiteur? D'abord, je ne mets pas forcément que des choses positives dedans. Donc je peux très bien me trouver être un visiteur avec les défauts du visiteur et tout. Il y a plusieurs types de réponses. Je peux faire. Il y en a une qui est très bête, qui consiste à dire j'étais au milieu d'architectes, de paysagistes, de maîtres d'œuvre, d'urbanistes, etc. Et moi pas. Donc me définir comme un visiteur, moi c'est simple. En plus, ensuite, il se trouve que j'ai été invité, la première fois où j'étais invité, c'était pas en France à enseigner. C'était après avoir fait le visiteur. Et quand on est invité aux États-Unis, on est visiting professor. Donc c'était une sorte de blague pour moi de dire ça, voilà, je suis un visiteur, je suis un professing visitor, tu vois, en retournant le truc. Alors ensuite, le visiteur, évidemment dans le titre de la revue, ça signifiait plus que ça. C'était pas ma revue, mais c'était tout bête. Ça consistait à dire la plupart des publications ou des revues qui portent sur l'architecture, qui portent sur les objets construits, tout ça. C'est des revues c'était en tout cas des revues qui étaient des revues d'actualité faites plus ou moins par des professionnels. Qui publiait de la critique de bâtiments à un moment très particulier qui est en général le moment où ils viennent de sortir, qui n'est pas forcément le meilleur moment d'ailleurs pour en parler, puisqu'ils n'ont pas fait leurs preuves, ils n'ont pas essuyé encore totalement les plâtres. Donc l'idée du visiteur, c'est de dire, à la différence des critiques d'architecture patentées que nous n'étions pas, puisqu'on était toutes sortes de gens, il y en avait qui étaient architectes par ailleurs, etc. Mais on n'était pas des critiques, on n'avait pas de carte de presse, on n'avait rien, quoi. On va faire une revue dans laquelle on parle de ce qu'on veut. Et on va parler de ce qu'on veut, c'est-à-dire y compris des bâtiments qui éventuellement viennent d'être construits, mais plein d'autres endroits. Dans la ville, tout est contemporain. Ou dans le territoire, tout est contemporain. Tout ce qui est là est contemporain, littéralement, au sens littéral du terme, il est là, quoi. Donc, il peut être sujet à réflexion, à critique, etc. On peut parler d'un bâtiment et demi. On ne reçoit pas de la commande, ni des architectes, au fond, notre table des matières. L'actualité, c'est bizarre ce concept d'actualité. On n'est pas soumis à une actualité. On est en partie libre
de décider quelle elle peut être ou quelle elle est, etc. Donc de l'appeler le visiteur, ça voulait de mettre en avant celui qui écrit ou celui qui à un moment veut réfléchir comme étant libre de choisir, vous voyez, les objets dont il veut parler. Alors ça peut être un bâtiment qui a 100 ans, ça peut être un bâtiment, ça peut être un endroit où il y a des bâtiments modernes, d'autres, c'est-à-dire la plupart des lieux quoi, sont comme ça. Donc le visiteur, c'était tout bête, ça voulait dire c'est nous qui décidons de quoi on parle. Pas pour nous mettre en avant. Comment tu expliques une telle liberté alors que c'était financé par la Société française des architectes? C'est une question anecdotique, mais j'ai toujours été curieux de ça. Ça c'est assez intéressant parce que moi je travaillais à la Société française des architectes depuis déjà un moment. Parce que pour faire un tout petit passage autobiographique, moi je ne suis pas architecte, j'ai fait des études de philosophie, ce qui ne fait pas du tout de moi un philosophe, à mon avis. J'ai fait des études de philosophie, il se trouve que c'est ça que j'ai fait, ça m'intéressait à l'époque. Et je ne voulais pas enseigner. Au bout d'un moment, je me rends compte, j'ai fait ça 1 an, parce que j'ai fait mon service militaire dans la marine, où j'étais prof de philo dans un lycée de la marine. Donc j'ai enseigné 1 an, mais tu vois, c'est très peu. J'étais nul. Prof de philo, ils ont eu des notes nulles au bac, j'avais honte. Et je tenais une petite bibliothèque dans un magnifique hôpital du XVIIIe siècle à Saint-Mandrier. C'était formidable comme expérience, mais comme expérience d'enseignement, j'avais des doutes. Et là, j'étais sûr que je ne voulais pas enseigner après. Et en plus, j'avais le même âge qu'eux, parce que généralement, c'était des gens qui avaient passé par d'autres trucs, qui avaient plus d'expérience que moi, ils étaient un peu goguenards, quoi. Normal, ils étaient très sympas, bon bref. Donc, je ne veux pas enseigner. Le problème, c'est que quand on a fait de la philo et qu'on ne veut pas enseigner, on n'est pas... Mais il n'y a pas de boulot, tout simplement. On n'est pas bien barré, oui. Donc j'ai rien fait pendant quelques mois. Je pouvais me le permettre parce que je viens d'une famille un peu bourgeoise, cœur de Paris, et mon père est architecte, j'ai un frère architecte, autant de raisons pour lesquelles je ne voulais pas faire l'architecture du tout. Enfant, je me souviens que mon père réunissait ses associés tous les lundis à la maison, et donc parfois on était là, quoi. Il y avait les réunions de mon père avec ses associés, et il parlait d'urbanisme. Et je me rappelle très bien trouver ce mot horrible. Je sais, bon, bref. Donc je voulais pas faire ça. Et puis, donc je me suis mis à traduire à ce moment-là de la littérature anglaise. Mais sans aucune commande. Hein. C'était des trucs qui me plaisaient, etc. Bon. Et puis mon père faisait partie de la Société française des architectes, dont j'entendais vaguement parler, etc. Et à ce moment-là, un jour, il me dit, bah tiens, parce que tu fous quand même rien. Donc, j'avais quand même déjà 23 ans, quoi. Il me dit, si tu veux, à la SFA, qui allait très mal, c'était une association d'architectes qui avait accompagné le truc et qui allait très mal, qui avait fait une série des prix qui avait foiré, tout le monde s'était barré à l'IFA 2-3 ans avant, enfin, c'était une espèce d'arrière-salon, autrefois important, de la profession d'architecte, et qui était complètement à la dérive, qui avait des problèmes d'argent terribles, etc. Et donc, ils louaient leur salle pour subsister. Et donc, ils avaient besoin d'un jeune mec qui se fasse ça à mi-temps, louer les salles pour occuper cet endroit vide. Tu vois, et c'était que des architectes plutôt retraités, sympathiques, qui étaient restés attachés à un navire dont tout le monde s'était barré, quoi, et qui avaient vendu leur revue, enfin au Moniteur pour un franc symbolique, et puis voilà. Donc c'était le salon d'automne, quoi. Tu vois, en gros. Et ça, d'ailleurs, je pense que c'est assez intéressant parce que des coquilles vides. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a un livre que je lisais d'ailleurs à l'époque qui m'a fait beaucoup réfléchir, c'était L'homme sans qualité. L'homme sans qualité, c'est aussi d'ailleurs, je m'en rends compte en parlant, l'histoire d'un type un peu désœuvré. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il est désœuvré, il ne sait pas très bien quoi foutre. Il est totalement désœuvré. Il est totalement désœuvré et du coup, on lui confie la mission d'être le secrétaire d'une association qui est chargé de préparer le 800e anniversaire de la Cacanie, qui est une sorte d'image de l'Autriche, quoi, de la Cacanie, qui a donc un 800e anniversaire qui arrive, c'est quand même une date vachement importante, sauf que c'est juste une date. Ils ne savent pas du tout quoi mettre dedans. Et donc il est chargé de piloter les réflexions d'une commission où il y a des représentants de tous les ministères pour donner un contenu à cette date pure. Et ben moi, à toute petite échelle. Une parenthèse pour ceux qui ne connaîtraient pas le livre. Cacanie, ça vient de K et K.
C'est Kaiser und König, c'est empereur et roi, ce qui était le qualificatif de François-Joseph. Il était roi de Hongrie et empereur d'Autriche. Donc Kakani est venu de KNK, qui était marqué partout sur les monuments. Et donc moi d'une certaine manière, j'étais dans cet endroit qui était vide. C'est-à-dire qu'il y avait quelques architectes qui s'en occupaient, qui essayaient de sauver, au fond, les meubles, quelque part. Enfin, plutôt le contenant, quoi. Mais il n'y avait plus de contenu. Il n'y avait plus du tout. Ils n'avaient plus le temps, en plus. Ils n'avaient pas d'argent, ils n'avaient rien. Bon. Et moi, j'étais chargé, en plus, de louer les salles pour ça. Donc, du coup, je faisais ça, ça était bien. Ça me donnait une raison sociale, puis une raison familiale. Et puis, en faisant ça, petit à petit, je m'intéressais aux discussions qu'ils avaient sur qu'est-ce que c'est l'architecture, vous savez, vous connaissez, vous êtes architecte, il y a des grosses discussions dans ce milieu. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'on doit faire, bon. Et donc moi, j'écoutais ça, il y avait des tas de problèmes, avec les ministères de l'époque, je me souviens, ils envoyaient des lettres. Moi, je savais écrire un peu, donc je faisais le truc pour eux, quoi, en marge du truc. Et puis petit à petit, ça m'a intéressé. Et puis surtout, au bout d'un moment, je me disais, mais pourquoi vous continuez à louer cet endroit? C'était le bel endroit qui avait été construit dans les années 30, rue du Cherche-Midi. Pourquoi vous n'en prenez pas un plus petit, qui vous coûtera moins cher, mais surtout dans lequel vous ferez qui correspondra davantage à ce qu'on peut faire, etc. Et du coup, ça s'est engagé. Il se trouve que j'ai eu du bol, parce que j'ai trouvé un type à l'époque qui était prêt à le louer 9 ans. Tout. D'un seul coup, il n'y avait plus de problème. Et du coup, on a déménagé au 55 de la rue du Cherche-Midi, où il y avait une histoire là. On a fait une petite salle de conférence. Et je me suis mis à organiser des conférences. Et ça, c'était formidable pour moi, parce que ça commençait à m'intéresser sérieusement, là. Et je me retrouvais à organiser. J'ai organisé des cycles de conférences pendant 15 ans là-bas. 2 fois par semaine. C'était des cycles super soutenus. Le mardi, histoire de l'architecture. Le mercredi, actualité. Et ça m'amusait beaucoup parce que j'étais obligé de les fabriquer, donc c'était chronologique l'histoire. Et puis à côté, dans le truc actualité, j'essayais toujours de trouver des résonances avec les problèmes. Et c'était thématique. Et c'était extraordinaire parce que c'était pour moi une université à la carte. C'est-à-dire qu'en gros, moi, j'avais pas de culture architecturale du tout. Donc je me mettais à lire énormément, des historiens, des machins, etc. Je regardais ce qui se faisait et je montais ces cycles de conférences. Je rencontrais à peu près tout le monde. À l'époque, les historiens de l'architecture, profs dans les écoles, se plaignaient de ce que l'histoire soit une discipline très négligée dans les écoles. Et donc ils trouvaient à la SFA quand même un peu. Ils trouvaient à la SFA un espèce d'endroit. En plus, moi, je venais d'aucune école, donc j'avais aucun a priori, j'avais aucun préjugé. Par définition, j'avais l'absence de préjugés, de l'ignare complet. Et donc, tout le monde venait là. On buvait des coups aussi, ce qui faisait beaucoup pour le succès de ces trucs, parce qu'il y avait toutes sortes de gens qui venaient à ces conférences. Bon. Et donc voilà, moi j'ai appris, tout ce que j'ai appris, je l'ai très largement appris là. La revue, d'un seul coup, c'était la suite logique de ces conférences, hein. Plus ou moins, c'est-à-dire qu'au bout, assez vite, donc je commence en 87, 88 à monter ces cycles de conférences. Au début, il y a 20 personnes, ouais. Et puis petit à petit, on est plus. Alors, après, ça a monté un peu en régime, mais de toute façon, c'était un lieu qui était tout petit, qui n'était pas plus petit qu'ici même. Beaucoup plus petit qu'ici. Et donc, voilà. Et à un moment, on s'est dit, il y a quand même beaucoup de matériaux, on devrait publier les conférences intéressantes. Donc ça, c'était le premier projet. Et puis très rapidement, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les conférences, c'est bien comme conférence, mais c'est autre chose. Un texte, c'est pas une conférence. Enfin, ça peut, hein, mais c'est assez rare, quoi. Donc, à l'épreuve de regarder les textes qu'on pouvait tirer de ça, etc., ça suffisait pas, en tout cas. Et donc, là est commencé à naître l'idée de faire une revue un peu différente, parce que par contre, là où c'était la continuité, c'était que c'était les gens qui venaient aux conférences. On buvait des coups, on discutait après des conférences, beaucoup, puis souvent, 2 fois par semaine, ça s'est fini par faire un paquet d'amis quand même, hein. Régulier, donc c'était du travail et du plaisir, et du coup, le visiteur est né de ça. Ouais. Mais est-ce que ça t'a amené à... Tu dis que tu as découvert un intérêt pour l'architecture, mais aussi pour l'urbanisme, malgré le dégoût pour le mot. Ouais. Quand on voit le point où tu en es aujourd'hui, tu vas publier ta thèse d'université là, sur le Ithac Palimpsest dans quelques mois, je crois, enfin, d'ici la fin de l'année. Ouais. Tu dis toi-même que c'est un manifeste du suburbanisme, donc le mot revient par la bande. Mais qu'est-ce qui t'a amené justement à faire quelque chose qui est un manifeste théorique à partir
À partir de quoi? Des impasses dans lesquelles les discussions étaient à ce moment-là, ou dans les années 80 ou 90? Ou est-ce que c'est d'un seul coup l'application d'une façon de penser de philosophe qui ne peut pas faire autre chose que de la théorie sur le sujet, quel qu'il soit? Comment c'est venu cette passion pour cet objectif presque très ambitieux de faire un manifeste, surtout que tu dis que tu viens te placer après Venturi pour Las Vegas, Rem Koolhaas pour Delirious New York et Colin Rowe pour College City, c'est-à-dire que tu te mets à leur niveau. Non, je me mets pas tout à fait à leur niveau, disons. Non, je te dis pas ça comme si c'était une prétention. Je dis simplement que tu mettes ton travail sur le même plan, c'est-à-dire que tu essayes de produire quelque chose qui soit sur ce plan-là. Oui, ça n'a rien à voir avec un orgueil personnel. Non. Oui. Alors deux choses. D'abord, c'est vrai que je m'intéresse à l'architecture, d'abord à l'histoire de l'architecture. Comme je viens de la philosophie, je suis plus dans les livres et tout, donc je fais mes premiers cycles, c'est sur la tradition vitruvienne des traités d'architecture, par exemple, et puis après, bon. Donc là, je m'intéresse beaucoup à la théorie de l'architecture et à son histoire. Et puis, petit à petit, assez vite, je m'intéresse non seulement à l'architecture, mais plus effectivement à la dimension urbanistique, paysagère, dans cet ordre d'ailleurs, des choses. Je me souviens qu'en organisant ces conférences d'actualité, à partir de 90-91, je commence à inviter en particulier Alexandre Chemetov, qui fait une conférence dont je me souviens, d'ailleurs c'est là qu'on se connaît. Je rencontre Alexandre en l'invitant, et il fait une conférence qui me paraît à l'époque différente en ton de la plupart des gens que j'avais invités. J'en avais invité un paquet déjà. Mais c'était le premier paysagiste que tu invitais? Peut-être, je ne saurais pas dire. Oui, peut-être. C'était sans doute le premier paysagiste, en tout cas de ce type, c'est-à-dire urbaniste, paysagiste. Et j'avais remarqué deux choses qui m'avaient frappé dans la façon dont il parlait des objets qu'il montrait, enfin des objets, des réalisations qu'il avait faites. C'est qu'il avait, à l'époque, un ton, comment dire, il n'avait pas l'air de considérer, à la différence de la plupart des architectes qui présentaient leurs œuvres, que c'était des choses finies. C'est-à-dire que ça continuait, bon, c'était des choses plantées, on se demandait comment ça allait évoluer, et il avait aussi, à l'époque, un regard critique un peu. Tiens, j'ai fait ça comme ça, peut-être que j'aurais dû le faire comme ça, dans tel autre projet, je m'y suis pris autrement, etc. Donc il avait à la fois un regard un peu plus, pas détaché, parce qu'il était très engagé, mais disons plus critique sur ses propres réalisations, et surtout, ce qui me frappait moi, mais qui, dès qu'on s'est un peu intéressé au paysage, paraît assez naturel, cette espèce d'idée que ce qu'il avait fait n'était pas fini, il participait à une sorte d'entreprise, de conversation avec un territoire qui allait se poursuivre avec d'autres, etc. Et c'était très frappant en l'écoutant. Du coup, moi, tout de suite après, j'avais déjà le projet de comment faire une publication à l'époque, qui est devenu Le Visiteur, mais ça a mis 3 ans encore. Et j'étais venu le voir en lui disant, j'aimerais bien faire des choses avec toi, etc. Et lui m'avait tout de suite engagé, à l'époque, pour faire un bouquin avec lui. Alors, en fait, je voulais le faire travailler avec moi, et puis c'est moi qui me suis retrouvé à travailler avec lui sur un bouquin qui s'est jamais fait. Mais c'est trop long à raconter. Donc, voilà. Mais par contre, j'ai mis le pied dans l'agence, et j'ai commencé, parce que comme il n'avait jamais le temps de travailler à ce truc, et que moi je venais à l'agence à mi-temps, bah, je faisais le visiteur des projets en cours. Donc j'allais voir les projets, etc. Et puis j'ai fini par participer au projet qu'il faisait à l'époque pour le méandre de l'île Seguin. Machin, et à l'étude qu'il avait produite à ce moment-là. Et là, j'ai participé pas mal à ça. Et là-bas, je peux dire que c'est là-bas essentiellement que ça s'est formulé un peu dans ma tête. Je m'étais posé la question de savoir pourquoi c'était si intéressant pour moi de travailler avec lui ou sur ce genre de problème par rapport à ce que je savais ou comprenais du travail de pas mal d'architectes à l'époque. Il me semblait que la montée en régime comme ça de quelques paysagistes, parce que c'était pas non plus, moi j'y connaissais pas non plus grand-chose, hein, mais de quelques paysagistes dans les débats sur l'urbanisme, de ce qu'on a convenu d'appeler l'urbanisme, était intéressante. Alors je me souviens que Jacques Lucan avait publié dans le Moniteur un article qui m'avait un peu énervé, dans lequel il disait ouais, on comprend bien les paysagistes aujourd'hui, les raisons de leur succès, c'est en gros qu'ils ont les mains propres. Ils n'ont pas trempé dans la reconstruction autant que les architectes, etc. Donc ils arrivent avec les mains non seulement vertes, mais propres, pulite, mani pulite. Hein.
Et donc, au fond, toute la confiance qu'on leur fait vient de leur ignorance crasse des trucs, des questions, et que, au fond, leur succès, ils le doivent à une chose, c'est qu'ils n'ont aucune idée sur la ville. Oui, je me souviens qu'il a dit ça. Hein. Alors, ça m'avait à la fois, parce que je pense qu'il y avait du vrai, c'est-à-dire qu'il y a du vrai là-dedans, mais que c'était loin de résumer la question. En fait, le vrai, il est surtout sur la dimension écologique qu'il y a chez les paysagistes, mais pas chez les paysagistes eux-mêmes. Ceux qui n'y connaissent rien à la ville, surtout à cette époque-là, c'est moins vrai maintenant, c'était les écologistes. Qui ne... Peut-être. Mais... Alors que les paysagistes, quand on prend par exemple surtout parmi les plus connus, comme Corajou, il a été formé à l'intérieur d'une agence d'architecture et d'urbanisme. Donc l'ignorance que voulait stigmatiser Jacques Lucan était absolument pas vraie. C'était très mauvaise foi. D'accord, mais enfin, c'est vrai que si tu allais au-delà, d'ailleurs je pense pas qu'il s'attaquait à des gens qu'il considérait plutôt comme des proches, comme Alexandre, comme Michel Corajou, comme etc. Michel Dévy n'existait pas encore vraiment à ce moment-là. Non, pas en 91. Non. Mais en gros, il disait ça. Bon. Moi, je trouvais que c'était court pour expliquer le succès des paysagistes, et que le fait même que les paysagistes n'aient pas ouvert boutique sur la ville me paraissait être un avantage. C'est-à-dire que moi, je voulais retourner l'argument. En gros, au début, j'avais voulu répondre à Lucan. L'alternative du paysage, qui est un texte que j'écris et que je publie dans une exposition à Bruxelles, puis parce que j'avais dit à Bruxelles, pas à Bruxelles, à Anvers, il faisait Anvers 93, etc. C'est les villes, le machin. J'avais dit, vous devriez faire une expo plutôt que sur l'archi, en ce moment, sur le paysage. Parce qu'en Europe, c'est en train de prendre une importance, c'est intéressant de regarder ça. Donc j'écris cet article qui s'appelle L'alternative du paysage, que je publie juste après, un peu arrangé dans le Visiteur, pour dire quoi? Pour dire le fait, parce que tous les architectes avaient ouvert boutique sur la ville. Ils avaient tous un discours à vendre sur la ville. Je m'exprime un peu brutalement, mais il y avait une espèce de jargon sur l'urbain, bon. Bref. Et puis jargon sur l'urbain, tu as tous les discours autour de l'urbanité, toutes ces choses-là, tu englobes ça là-dedans. Donc c'est UP6, ça fond la caisse, c'est ça. Voilà. Bon, et je dis pas que c'était mal, je dis juste que... Non, c'est juste pour savoir à quoi ça fait allusion. Hein. Ça saturait, je veux dire, tu vois bien. Il y a des... Bon. Et donc, moi je me dis, ce qu'il y a d'intéressant dans le travail des paysagistes, c'est comme ça que je le formule sous le nom de suburbanisme, qui était peut-être un effet de mon énervement avec le mot, c'est-à-dire j'en fais un encore pire, tu vois, pour le... Moins qu'on puisse dire. Qui consistait à dire, ok, on peut en gros distinguer plusieurs poétiques de projets, poétique ou stratégie, comme on dit, tout le monde parlait de stratégie à l'époque, mais disons de poétique de projet. Au sens grec, fabriqué. Voilà. Dans lequel il y en a, si j'utilise les mots de la tribu à l'époque, c'est tous les architectes, tous les maîtres d'œuvre parlent du site et du programme. On parle de ça tout le temps, quoi. C'est les mots courants du truc. Et en gros, je me dis, c'est assez intéressant de regarder quel est le rapport entre les deux. Le rapport éventuellement hiérarchique, ou est-ce qu'on va de l'un à l'autre, est-ce qu'on va de l'autre à l'un, est-ce qu'on les met en équilibre les uns par rapport aux autres. Et il me semblait qu'on pouvait décrire la situation des débats sur l'urbanisme pas mal à partir de cette caricature. Caricature que je proposais, je me dévouais pour faire une caricature, qui est forcément bête si on la pousse trop loin, tu vois, mais, qui consistait à dire la plupart des architectes, par la pratique, sinon par le discours, parce que ça c'est autre chose, en tout cas, il y avait toute une tradition moderne qui allait du programme vers le site. En gros, on a un programme, on a des raisons d'agir, plus ou moins formalisées dans un programme écrit, etc. Et on les développe sur un site donné. Et on transforme ce site. Et on prend le site pour une page blanche, en gros. Alors ça, c'est l'extrême de ça. Et puis, il me semblait que ce qu'on pouvait détecter dans ce qui se passait dans le discours des paysagistes en urbanisme, c'était l'amorce d'une démarche plutôt inverse, qui consiste à dire, on a un site, on a une situation, et on va plutôt inventer, même si c'est jamais à ce point, le programme à partir de l'existant. On voit bien que dans un jardin, c'est le cas. La plupart des jardins, même publics, bien sûr qu'il y a des éléments programmatiques, bien sûr qu'il y a toutes sortes de usual suspects du jardin public, etc. Mais on voit bien en même temps que le site où il est
exerce une influence absolument déterminante sur ce que le jardin va être. Dans la plupart des cas, pas dans tous. Il y a des contre-exemples, j'en ai analysé certains. Mais en gros, on va plutôt du site vers le programme quand on fait du paysage. Voilà, en gros. Oui, c'est même dans l'histoire. Voilà. Capability Brown, il faisait ses projets à partir du site lui-même directement. Voilà. Donc il y a plus cette poétique-là, alors que dans, disons, l'architecture, on a plus, c'est pas à ce point, et c'est plutôt un peu l'inverse. En tout cas, dans la tradition moderne, ça a été souvent l'inverse. Donc j'appelle d'un côté suburbanisme, cette démarche qui va bottom-up, un peu du site vers le programme. Du substrat, tu disais. Du substrat, alors évidemment, maintenant je regrette un peu certains de ces mots, parce qu'ils sont trop essentialistes, tout ça. Mais bon, c'est comme disait... Pour un paysagiste, le substrat, c'est la terre, c'est pas essentialiste, c'est assez matériel. Oui, mais tu vois bien ce que je veux dire. Oui, je vois très bien comment ça peut être avoir détourné. une sorte de réalisme du site trop délirant, trop poussé, tout ça. Bon. Et je vois bien d'ailleurs les problèmes que ça cause dans le discours des paysagistes aujourd'hui. C'est un peu une espèce de déterminisme du site parfois qui est... Bon. Mais comme disait Guy Debord, une théorie n'est jamais qu'un bataillon qu'il faut savoir envoyer au bon endroit et au bon moment. Donc à l'époque, il m'avait paru utile de soutenir cette idée qu'une démarche différente... Et ce n'était pas d'ailleurs provocateur du tout. Ça se passe comme ça. De fait, je travaillais avec Alexandre Chemetov, je disais, sur le méandre de l'île Seguin. Comment se passe la question dans un projet de ce genre? Les usines Renault se tirent. Okay. Donc, qu'est-ce qui tombe dans l'escarcelle des 3 communes qui se trouvent autour? C'est le site. Ils se posent la question à partir du site, avant même de se poser la question. Alors, ils ont vaguement dans le chargeur des tas d'histoires, de logements, de trucs éventuels. Mais c'est presque dans un second temps que ça vient. C'est comment on se débrouille au fond. Est-ce que ça vaudrait pas le coup qu'on se mette ensemble, tu vois. Donc qu'est-ce qu'on va faire de cet endroit? Or, je pense qu'à l'époque, et même aujourd'hui toujours, dans l'ordre même des raisons qui motivent une commande à émerger, et en particulier dans la sphère publique, c'est parce qu'un site tombe, un programme abandonne un site, et ce site, on se pose d'abord la question de savoir qu'est-ce qu'on en fait, quoi. Il attend son programme. Il attend son programme. Alors, bon, ça c'était pour dire, donc je fais ce truc-là, d'abord suburbanisme. Alors, les raisons pour lesquelles j'appelle ça suburbanisme, c'était pour emmerder un peu Lucan, c'est-à-dire de dire, ouais, ils ont peut-être pas d'idée sur la ville, les paysagistes, mais ils ont une sacrée expérience de la banlieue. Et ça remonte à loin. Parce que si on veut bien considérer, par exemple, que toute l'Île-de-France, elle a été largement dans son substrat infrastructurel fabriqué par des gens comme le nôtre, etc., ou par d'autres choses, le jardin est par excellence, depuis la villa suburbana jusqu'à aujourd'hui, est par excellence un moteur d'extension des villes. C'est presque le jardin Renaissance, c'est presque l'utopie de la suburbia. C'est-à-dire cette espèce de rapport à la ville, mais ce recul qu'on prend par rapport à elle, par rapport au palazzo, lieu du negocium, le lieu de l'osium, une espèce de dialectique comme ça, machin. Donc il y a toute une vision, une utopie concrète du paysage dans le champ de ce qu'on appelle la suburbia, qui me paraissait être totalement intéressante comme jurisprudence à rappeler au moment où la plupart des architectes, de fait, interviennent dans cette suburbia, aujourd'hui, qui est tout autre chose. Et par conséquent, ouvrir boutique sur la suburbia plutôt que sur la ville, plutôt que d'imaginer d'aller faire de l'urbanisme en banlieue, pour dire les choses un peu bêtement, c'était intéressant, au moins intéressant. Et du coup, alors il y avait ça, après il y avait d'autres raisons. Mais là, je t'arrête un peu là-dessus parce que tu reprends justement l'analyse des rapports qu'il peut y avoir entre programme et site, et en même temps, tu inventes comme ça une expression anglaise. Tu fais un jeu de mots d'homophonie, au lieu de dire sightseer, c'est-à-dire regardeur de vue, voyeur de vue si on veut, tu dis sight, S-I-T-E, seer, c'est-à-dire regardeur de site. Ça, c'est Smithson. Oui, mais tu t'appuies là-dessus. Hein, on y reviendra à Smithson après. Mais ça veut dire quoi, savoir regarder un site? Si on prend l'exemple que tu utilises de la boucle de l'île Seguin,
Qu'est-ce qui est resté là au moment où le Renault s'en va? Il reste tous les bâtiments de Renault, pas seulement ce qu'il y a sur l'île lui-même, mais sur le trapèze et même de l'autre côté, du côté de Meudon. Donc le site, c'est quoi? C'est un substrat vierge, sans, comme on l'a fait après, ou c'est justement les bâtiments, les rapports qu'ils ont entre eux, etc. Comment on regarde un site, comment on le définit, comment on le fait parler? Est-ce que justement les paysagistes, lorsque c'est des endroits construits comme ça, savent le faire parler mieux que les architectes? Ou est-ce qu'il y a encore d'autres manières de faire parler un site occupé? Moi, je crois qu'il y a c'est pas pour me défiler, mais il y a plein de manières de le faire. En tout cas, ça se résume certainement pas à un substrat, alors là, au sens géologique, par rapport aux usages qui en ont été faits après, etc. Le site, c'est tout ce qui se trouve là, au moment où on se pose des questions sur le devenir de cet endroit-là. Et donc, c'est aussi les histoires qui se sont tissées là, c'est les couches de mémoire qui sont plus ou moins lisibles là-dedans, c'est les ressources construites, les artefacts, c'est tout ça. Tout ça qui a été nié finalement d'ailleurs. Oui, dans le cas du méandre de l'île Seguin, oui, ça... Enfin, moi, je n'ai pas suivi dans le détail les choses, mais l'étude qu'avait faite Alexandre Chemetov, sur lequel je pourrais revenir, parce que ça fait quand même aussi 20 ans, on approcherait lui aussi d'ailleurs sans doute les choses assez différemment maintenant, mais ça consistait à essayer de mettre de rendre un peu, alors comme on disait à l'époque, de rendre lisible, de révéler, ça c'est un discours très fort chez les paysagistes. Au fond, qu'est-ce qui était à la fois des caractéristiques, des ressources, du potentiel, tout ça. La distance que je prendrais, ou ce sur quoi j'insisterais davantage aujourd'hui, c'est sur le caractère invisible d'une large partie de ce qui fait un site. C'est-à-dire qu'il y a une tendance il y a une tendance forcément dans les disciplines où la vue joue ce rôle et les moyens sont si forts, de la révélation, de tout ça, qui est un peu, j'allais dire, obscène au sens étymologique du terme. C'est-à-dire, on a eu des discussions avec Alexandre, par exemple. Il m'a fait visiter plus récemment, il y a 10 ans, son projet à Nantes. Plusieurs fois. Sur l'île de Nantes. Sur l'île de Nantes, je suis allé là-bas, et qui est un projet que je trouve extrêmement intéressant. Je pense s'il y a une des expériences au cours des 20 dernières années importantes en France en matière d'urbanisme, elle est certainement dedans. Nantes, l'île de Nantes. Mais alors il y a des moments où on atteint des limites. Je me souviens qu'il était sans arrêt en train de dire on va révéler la Loire. Ça, bon, alors sur ridicule. une île, au bout d'un moment, tu as envie de dire ouais, mais jusqu'où la révéler, c'est te la foutre dans la gueule, quoi. Tu vois, jusqu'où l'entendre, ne pas la voir de temps en temps, ça permet de l'imaginer encore mieux. Enfin, tu vois, moi je suis sensible à ça. Et lui aussi, en fait. Mais c'est des tics parfois de langage qu'on peut avoir. Il y a autant de langue de bois chez les paysagistes que chez les architectes. Mais bien sûr, c'est pas la même, c'est tout. Non, mais bien sûr, bien sûr. Non, mais disons qu'à l'époque, elle apportait quelque chose. Et sans doute toujours d'ailleurs. Elle apporte quelque chose dans le débat sur ce qu'il est convenu d'appeler l'urbanisme. Mais si je te pose la question sur ce que c'est regarder un site, c'est aussi parce que il faut une compétence. Qu'est-ce que c'est? Comment on fabrique une compétence? Parfois, j'ai l'impression que le chemin que tu suis, comme ça, qui t'a amené à cette thèse de doctorat, et puis qui fait que tu continues encore à travailler sur ces questions-là, c'est justement la fabrique un essai de fabrique de nouvelles compétences vis-à-vis de l'existant. Que lorsqu'on regarde la façon dont tu relis des éléments de compétences du passé, comme certains textes de Colin Rowe, enfin des œuvres comme celle-là, tu prends des éléments qui t'ont semblé remarquables, y compris du côté du land art, et puis tu essayes d'agencer tout ça de manière neuve, de façon à fabriquer une compétence qui n'est plus les mêmes que celles qui se sont accumulées avant. Voilà. Ouais, alors je sais pas, parce que moi, ce qui est sûr, c'est que comment dire ça, pour moi, ce que tu évoques là, c'est un peu une autre question, pour moi. C'est celle de comment on écrit. Et ou plutôt comment on scénarise des réflexions. Ça, c'est une question qui me passionne.
C'est très bien parce que j'allais t'en parler aussi. Ouais. Vas-y. Comment donc, par exemple, sur Ithaca, donc, juste pour aller pour expliquer le truc. Donc j'ai cette espèce d'idée sur le suburbanisme, je commence à écrire un peu dessus, comme ça, puis ça m'amuse, je trouve que ça productif, intéressant et tout, et je publie cet article qui fait que d'ailleurs je vais commencer à enseigner. C'est parce que je publie cet article, l'alternative du paysage, dans le Visiteur, tu vois, une revue qui vient de paraître, totalement faite à partir de rien, parce qu'à la SFA ils m'ont laissé faire tranquille, quoi. En gros, ça, j'ai vu, avec les copains, quoi. Alors ça a été pas, il y a des petits combats au début, mais en gros, j'avais dessiné ma liberté dans cette affaire. Donc ça paraît, et puis là d'un seul coup, on m'invite à enseigner. En Suisse, à Harvard, tout ça. Parce que ça correspondait à un moment, je sais pas quoi, les gens écrivaient pas trop sur le paysage à ce moment-là. C'est le bataillon de bord qui a été bien envoyé. Voilà, il se trouve que ça a été envoyé et que ça a eu des échos auprès de gens plutôt dans la pédagogie, de choses comme ça aux États-Unis, ça. Bon. Donc là, j'ai dû développer, parce que moi qui n'avais pas envie d'enseigner, au départ, je me retrouve invité à enseigner. Alors c'est amusant, là on est content parce qu'on est invité ailleurs, on voyage, on n'a pas l'impression de s'ennuyer, quoi. Donc je développe ça, et à ce moment-là, je me mets à lire beaucoup, justement, qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Lucan. Je le résume comme ça, c'est pas du tout comme ça que je me suis posé, mais qu'est-ce qu'il fait? Donc je lis les théories, je lis Colin Rowe, je lis Colas. Tard finalement. Colas, j'avais une espèce de préjugé contre pendant longtemps. Colas, c'était, j'en avais la lecture de loin, le mec qui préconise le chaos, n'importe quoi. Enfin, j'avais un peu ce truc-là. J'étais pas à ce point-là, mais quand même, c'était pas ma priorité. Et quand je lis Colas, je suis fasciné. Et vraiment fasciné par Deleuze Nur. Fasciné par le livre. Fasciné par la façon dont l'argument est construit, fasciné par l'écriture du livre. Vraiment, pour moi, c'est un des, je sais pas quoi, 3 livres les plus importants que j'ai jamais lus, tu vois, dans ma vie. Sur le domaine de la ville et de l'architecture, ou en général? Non, en général. En général. T'exagères pas un petit peu? Non? Peut-être, mais c'est pas exclu que ce soit en exagérant qu'on dise des vérités. En tout cas, il m'a remué, il m'a bouleversé, ce livre. Pas au sens où j'en parlais à tout le monde le lendemain, mais au sens de la construction de l'argument, et en particulier quoi? En particulier, et ça je trouve que c'est un apport. Alors on pourrait discuter, est-ce que Rem, c'est un architecte ou d'abord, ou avant il a été, on connaît sa préhistoire, etc., qui m'a beaucoup intéressé d'ailleurs du coup, mais c'est un apport de l'architecture à l'écriture pour moi, Colas. C'est quelqu'un, par exemple, qui ne fait pas tous les liens, tu vois, entre tous les arguments qu'il développe, qui les superpose. Il fait du collage à sa manière, lui aussi. Il fait du collage, moi je dirais pas du collage, parce qu'il est trop battu là-dessus. Il fait beaucoup du montage, alors c'est d'ailleurs ce qu'il dirait plutôt, du montage. Oui, la référence cinéma, elle est constante. Moi je dis échafaudage pour moi. Et donc, ça consiste à ne pas toujours accompagner tout le monde, tu vois, par des conjonctions de coordination, très peu chez lui, entre les différents arguments. Mais du coup, il libère le potentiel de ces arguments au sein même de la structure qu'il développe. Et les échos qu'il y a dans ce livre, comment dire, il y a des ascenseurs qui circulent dans le livre. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des plans, il y a des tas de choses. Il y a même des images d'ascenseurs essentielles. J'emploie cette image, mais c'est pas par hasard. C'est-à-dire qu'il superpose des choses les unes aux autres, et que, en ne t'indiquant pas, en te fléchant pas absolument par où tu dois passer, etc., il démultiplie la puissance du livre. Je ne sais pas si je l'exprime bien, mais ça m'intéresse, ça. Non, mais tu peux rapprocher ça des textes de Burroughs, du cut-up et des choses comme ça. Il y a une histoire. Il y a une histoire. Il y a une histoire dans la littérature de cette façon de jouer des effets du montage. Ouais. Il est en cela très de sa génération, quoi. Voilà. Formé par l'écriture des beatniks. Alors c'est peut-être moi qui arrive dans toute cette richesse par lui, et je lui en attribue une partie. Mais en tout cas, et à la fois le livre me fascine, et en même temps, j'ai le sentiment qu'il est en train de développer l'argumentaire absolument inverse de celui que je voudrais développer. En tout cas, qui m'anime sur cette histoire de suburbanisme. Puisque qu'est-ce qu'il est en train d'expliquer? Il est en train d'expliquer qu'au-delà même
de la tradition moderniste, et même de la tradition contextualiste aussi, parce qu'il pour moi est une phase du modernisme, où en gros on met ensemble le site et le programme, on les équilibre l'un par rapport à l'autre. Lui dit carrément, en gros, par l'exemple de Manhattan, que là on a le terreau d'une expérience qui va inventer le site à partir du programme. Le programme invente le site, ses contradictions, etc., produit littéralement le site. Alors pour lui, ça a toutes sortes de raisons d'être, puisqu'il écrit ça en pleine crise du pétrole, du truc, et qu'en gros, il développe une théorie de l'urbanisme qu'on pourrait dire, il la nierait pas d'ailleurs. Le surréalisme urbanistique, c'est l'équivalent de la centrale nucléaire en urbanisme. C'est le surrégénérateur. C'est-à-dire, on n'a plus à cette place, les masses ont envahi la planète, comme il dit là, les statues s'effacent sous les gestes des gens qui les caressent, quoi, en gros. Et du coup, il faut carrément produire, inventer la méthode paranoïaque critique, etc., qui sont mises au service des choses surréalistes, qui sont mises au service pour moi, c'est l'équivalent de la centrale nucléaire en urbanisme. Le programme invente le site. C'est le pic. Tu ne cites pas n'importe quelle centrale nucléaire. Les surrégénérateurs, c'est pas la même chose que tous les autres. Hein, non, mais tu vois, c'est cette idée qu'au fond, à l'époque, les sources d'énergie vont manquer, enfin, tu vois, le truc, et la centrale nucléaire, à l'époque, et même par le Club de Rome, est considérée à l'époque comme la sortie du truc, quoi. C'est là qu'on va produire d'un seul coup. Tout ça. Donc, Rem, et il le théorise dans son livre, hein, en sous-main, quand il parle de la pénurie de réalité, qui est le gros problème d'aujourd'hui, pénurie de réalité, il faut créer un sururbanisme, enfin, c'est comme ça que je l'appelle, celui qu'il appelle manhattanisme, un truc de la densité dingue, etc. Bon, la congestion maximale. Donc, on va inventer le site. Et après, quelque part, on peut lire toute la trajectoire de Collas. Moi, quand j'en parle avec lui, c'est ça que je lui dis. Moi, ce qui me frappe, on n'arrête pas de dire de toi, ce que je lis sur Rem, c'est il saute d'un truc à l'autre, il est toujours là où on l'attend pas, c'est vrai. Mais en même temps, il y a une ligne alors absolument constante de ce sururbanisme, hein, de ce truc de la congestion, de ce truc de tout ça. Sauf qu'il ne se trouve jamais dans une situation telle que celle qu'il décrit à Manhattan, avec l'effacement de la géographie de l'île et l'imposition de la grille. C'est une situation que même en Chine, il ne rencontre pas. Le sururbanisme, il ne peut pas être aussi radical qu'il l'a été dans cette histoire très singulière qui est celle de l'île de Manhattan. Enfin, faut voir. D'un seul coup, je réfléchis. Si, je pense que... là où il a construit la télévision de Pékin, tout le quartier n'a pas été bâti, enfin tracé comme la grille de Manhattan. Il n'y a pas une imposition comme ça. D'un motif, mais la grille de Manhattan, elle met 60 ans à se... Oui, mais elle est dessinée d'un coup. Ah, elle est dessinée d'un coup, ouais. Enfin, sur la Défense, là, il avait des projets où on dessinait d'un coup une bonne partie du truc, même si ça se faisait petit à petit. Donc, non, il n'a pas peur de ça. Donc, moi, je suis à la fois fasciné par la réflexion de ce type, par son montage, sa façon de réfléchir, etc. Et en même temps, j'aimerais illustrer l'inverse. J'aimerais illustrer littéralement l'inverse de sa démarche, qui consiste à dire il y a aussi toutes sortes de situations, la plupart, où un suburbanisme serait peut-être plus indiqué, de partir de la situation pour évoluer vers un programme. Et je me dis, du coup, c'est tellement l'inverse que je voudrais faire, je l'appelle comme ça, lui il appelle ça un manifeste rétroactif. C'est déjà un truc délirant comme idée, c'est-à-dire d'écrire le manifeste d'un mouvement après qu'il soit terminé, littéralement. C'est ça, bien sûr. De se faire le ghostwriter de cette affaire. Moi je me dis c'est tellement l'inverse que j'aimerais bien faire un manifeste non pas rétroactif, mais relatif. Relatif en deux sens. Relatif d'une part parce que je n'entends pas défendre le suburbanisme absolument, mais relativement. Et deuxièmement, parce que c'est tellement l'inverse de la démarche de Collas que il suffirait au fond, pour faire ce manifeste, de prendre celui de Rem
et de le renverser comme Marx prétendait avoir fait avec Hegel. Donc de le remettre dans sa pied. Donc le seul truc, c'est que évidemment, après il fallait que je trouve un endroit où je peux m'amuser à faire ça. Un endroit où je puisse tisser des histoires comme lui il l'a fait. Parce qu'en gros, REM c'est une théorie, mais c'est en même temps une fable. C'est une fable. Et le problème, c'est que on ne peut pas répondre à une fable par une théorie. On peut répondre à une fable que par une contre-fable. Un truc qui soit émouvant, qui essaye. Mais tu ne crois pas que tout ça rentre, et y compris en remontant plus loin à Venturi et Learning from Las Vegas, ou même Colin Rowe, ou même encore Aldo Rossi avec l'architecture de la ville, est-ce qu'on a l'impression par moment que ce sont une série de ce qu'on appelle des storytelling aujourd'hui, c'est-à-dire que des fictions qui nous bourre un peu le mou, quoi, vraiment. Et si on regarde un petit peu, là je fais exprès de caricaturer, bon, voilà, le Delirious New York et la ville générique qui le suit de quelques années après, déjà un certain nombre d'années. Bon, finalement, ça résume une sorte d'apologie du cynisme aujourd'hui. Colin Rowe et son collage, ça justifie tout le côtoiement de n'importe quoi avec n'importe quoi, etc. Voilà, c'est des histoires comme ça, même Las Vegas, hein, c'est quoi, on voit, c'est la disparition de l'architecture derrière la publicité, donc il n'y a plus de besoin d'architecture, c'est Times Square ou Shibuya à Tokyo. Enfin, on voit se dessiner à partir de ces fictions des situations nouvelles qui sont des situations d'une sorte de pire, voilà, de choses qui sont assez négatives. Voilà la caricature qu'on peut craindre qu'il soit possible de faire. Et je me demandais, quand tu fais une fable, toi, tu essayes d'inventer une fable aujourd'hui en te servant d'Ithaca, je vais te laisser expliquer comment tu t'en sers et pourquoi Ithaca, en dehors du hasard de l'enseignement. Est-ce que tu ne vas pas aussi te lancer dans un manifeste qui va produire dans un premier temps cette espèce de coup d'éclairage formidable qu'on a pu tous éprouver en lisant Delirious New York, et puis avec quelques années après une sorte de tristesse formidable de voir que ça s'associe à des forces négatives aussi. Tu vois la crainte que je peux avoir, oui. La crainte vis-à-vis des fables, justement. C'est ça. Alors, plusieurs choses. D'abord, il y a une grosse différence quand même entre... je me mets à parler comme ça, mais entre Colas et moi, c'est que lui, il est architecte, pas moi. Oui, pas toi. Oui, ça aide. Pour lui. Pour toi, je veux dire. D'une certaine manière, c'est plus facile, puisque quelque part, après, je peux faire ce que je veux, jamais on me dira c'est contradictoire, ou tu vois les horreurs, à quoi ça mène, etc. Bon. Donc, et puis, j'ai pas d'agenda, aussi précis que Colas. Ce que je voudrais, en faisant un truc relatif, c'est montrer justement la relativité de cette démarche dont il parle, en n'en prenant pas tout à fait en prenant un peu le contre-pied théorique. D'une certaine manière, pour moi, c'est faire réfléchir à Delirious New York aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'à la fois c'est formidable, c'est une fantastique histoire, mais en même temps qui domine très fort, ou qui a dominé très fort la profession, parce qu'il n'y en a pas d'aussi forte tellement autour, hein, pour moi. Hein. J'en ai pas beaucoup vu de ce niveau, quoi. De discours ouais. Non, il n'y en a pas, bien sûr. Et donc ceux que tu évoques avant, même pour moi, sont pas au même niveau. Hein. Non, même sûr. Aldo Rossi... collage si. Non, je les mettais pas sur un pied d'égalité. Je parlais simplement de ceux qui avaient tenté, avec des réussites diverses et variées, une sorte de vision globalisante, qu'elle est propre d'un manifeste. Oui, mais en même temps, il ne faut pas qu'on les caricature nous non plus. Parce que si on les lit sérieusement, c'est vrai qu'on les lit parfois à travers... Ils sont moins stupides que ce qu'on pense, c'est vrai, la plupart du temps. Hein. Et ils ne sont pas tous dans la même catégorie. Ce qu'ils partagent pour certains, et ça m'a beaucoup intéressé, c'est toute cette vague qu'il y a eu dans les années 60-70, particulièrement en 70, en effet, d'un discours qui a une ambition théorique et qui se donne comme l'histoire d'un lieu spécifique.
C'est-à-dire, c'est ça. Hein. Ouais, C'est ce que j'appelle des manifestes situés. Ouais, New York, Las Vegas, Berlin avec Ungers. Berlin avec Ungers, Alvin Boyarsky à Chicago, il y en a plein. Même Bruno Fortier à Paris, il y en a plein. Bruno Latour a fait le sien aussi sur Paris. Enfin, il y a cette espèce... Bon, dans certains cas, il s'agit de tératologie, c'est-à-dire d'une espèce de Las Vegas. Il y avait un peu cette volonté comme ça de mettre les pieds dans le plat et de dire alors pourquoi pas. Et chez Colas, il y a aussi un peu ça. Chez Boyarsky, il y avait aussi cette dimension. En tout cas, cette association au fond entre un discours à prétention théorique ou stratégique du point de vue de l'urbanisme en général, et qui se donne comme l'éloge d'une ville. C'est la renaissance de ce genre, de l'éloge de ville, quoi, d'une ville particulière, et qui se donne d'ailleurs comme un éloge paradoxal, en gros. Moi, je trouve ça super fructueux, parce que pour moi, c'est une sorte d'association, d'essai d'association entre histoire et l'histoire pour demain, en gros, ou l'histoire pour aujourd'hui, l'histoire pour demain. Alors, on peut dire c'est de l'instrumentalisation, c'est de la simplification, c'est outré. Tu manqueras pas d'historiens pour venir t'expliquer que Rem, sa vision de New York, n'importe quoi, ils vont te montrer. Oui, il y en a plein qui font ça. Ça fait des carrières, hein, ça. Bon. Le truc, c'est que c'est vrai que ça n'est... Donc, moi, il y a un auteur que j'ai traduit beaucoup en attendant de m'intéresser à l'architecture, parce que même quand j'avais commencé à faire ces conférences, je continuais à traduire un peu de littérature anglaise, comme ça j'aimais bien. Parce que traduire c'est sympa, parce qu'on n'a pas le drame de la page blanche, c'est déjà écrit quelque part. Et puis c'est une pratique d'écriture. C'est un bon exercice, c'est amusant, moi j'aime mieux ça que les mots croisés. Bon. Donc un auteur auquel je me suis beaucoup intéressé, c'est le grand opiomane anglais Thomas de Quincey, que j'ai traduit pas mal. Et Thomas de Quincey... C'est toi qui as traduit les derniers jours de la vie d'Emmanuel Kant? Non, c'est pas moi. Moi, j'ai traduit les lettres à un jeune homme dont l'éducation a été négligée. Je me sentais un peu... concerné. Ouais. Et donc, dans ce texte, d'ailleurs, de Quincey fait une distinction qui m'avait beaucoup ému. Moi, j'avais 25 ans à l'époque, mais qui m'avait beaucoup intéressé, une distinction entre ce qu'il appelle the literature of power et literature of knowledge. Et il dit il y a deux genres de littérature. Il y a une littérature qui est faite pour vous apprendre des choses, ou disons qui met l'accent là-dessus, et puis ou qui discute au fond du vrai, etc. Et puis il y a une littérature qui est faite pour vous émouvoir, mais au sens fort du terme, pour vous faire sentir différemment les choses. Enfin, en tout cas, dont l'effet est ça. Bon. Donc on voit bien, en gros, une littérature... fiction, on pourrait dire fiction, etc., mais on voit bien que c'est pas exactement ça, quoi. Bon. Et donc la limite entre les deux me paraît très intéressante chez Colas. C'est-à-dire qu'on apprend énormément de choses quand même, mais en même temps on se sent inspiré comme ça, où il nous fait voir cette ville à la fois comme on aurait dû la voir, on s'en rend compte, on se dit tiens c'est ça le sens de cette affaire. Donc il arrive à mettre des mots sur un sentiment, ou sur des choses comme ça. Donc, moi j'aime bien les livres qui dans les manifestes situés, on a ça très souvent. Ils nous racontent un truc, c'est vrai. En gros, la plupart des choses sont vraies. En philosophie, on parlerait de dévoilement. Voilà, de dévoilement. Et en même temps, on va nous dévoiler quelque chose, des outils, des leviers qu'on pourrait pourquoi pas réactiver. On se pose ces questions, etc. Alors, Collage City, pour moi, il en fait partie. C'est-à-dire, c'est un livre qui, même si c'est pas marqué sur la couverture, c'est quand même Rome qui est à l'arrière-plan. Évidemment, Berlin pour Unger, ça c'est les trois sur lesquels je me suis intéressé dans Ithaca et New York. Mais tu en as, tu vois, un certain nombre d'autres comme ça. Et qui tous... moi, je sais pas. Ça m'intéresse. Mais pourquoi Ithaca c'est tout bête. Hein. Parce que c'est pas quelque chose de célèbre, Ithaca, à part ceux qui sont allés enseigner à Cornell. Et puis ça n'a pas non plus la dimension de celle qu'on vient de citer. Hein. C'est ni Berlin, ni Rome, ni New York. Donc, alors comment Ithaca... Tu vois, j'ai pris des précautions. Ouais. J'ai pas été... mais comment Ithaca... Ils ont été subjugués par ces trois villes, les autres.
Ce sont ces villes-là qui les ont convoqués, on va dire, à faire tout l'effort de pensée qui a été l'effort de leur vie entière. Voilà. Absolument. Est-ce que Ithaca, c'est quelque chose qui t'a convoqué de la même manière? Est-ce que tu vas cheminer 30 ans là avec Ithaca? Un petit peu. Même si évidemment c'est une toute petite ville dans un magnifique paysage au nord de l'État de New York, avec ce lac, etc. Mais moi ça vient peut-être de là. Enfin, moi je cherchais un endroit pour faire ce renversement, en m'inspirant, inspiré par New York Délire. Je cherchais un endroit, puis je trouvais pas, parce que qu'est-ce que tu veux mettre en face de Manhattan? C'est pas évident. Pas sous le pied d'un cheval. Ou Shanghai. Bon. Voilà, mais bon, mais non, mais en plus, moi, suburbaniste, ça peut pas non plus être un truc, tu vois bien. Bon. Et puis un jour, je me fais inviter quand même un peu, à Ithaca par Nasrin Serradji, qui venait de se faire, ou qui se demandait si elle n'avait pas à l'époque, machin. Et moi, je lui avais dit, en tout cas, je serais curieux d'y aller. Je serais curieux d'y aller parce que j'avais remarqué que beaucoup d'auteurs qui m'intéressaient, ou d'artistes, etc., à un moment avaient été là-bas, et des photos que j'avais de Gordon Matta Clark faisant des ponts là-dedans, etc. Je me disais, c'est un endroit marrant. Et bien, figure-toi que Nabokov, c'est pas un des premiers qui m'est venu à l'esprit. Alors j'en avais, j'y pensais pas tellement au tout début, Nabokov, je crois. C'était plutôt Colin Rowe, dont je savais qu'il avait enseigné là-bas. c'était le fait que je savais que Colas était allé rejoindre là. C'était surtout ça. Je me disais, tiens, si jamais j'arrivais à l'attraper là où il a commencé ses saloperies, ce serait drôle, tu vois. Donc j'étais curieux. Et donc je vais là-bas, et puis, alors ça c'est ce que je dis à mes étudiants, c'est il faut toujours être extrêmement fidèle à sa paranoïa. C'est toujours, on est toujours récompensé. C'est la définition même de la paranoïa. Plus on est paranoïaque, plus on pense qu'on a des raisons de l'être. Et donc, quand on commence à se focaliser là-dessus, donc ce que j'ai fait un séminaire avec des étudiants. Après, je me suis fait inviter, j'ai fait une conférence. J'étais là-bas, j'étais subjugué par l'endroit, les gorges, tout ça, etc. Moi, je suis né à Paris, j'ai jamais bougé du centre-ville. Hein. Et donc, je me retrouvais. Paris, même pas la banlieue. Paris. Ah non, Paris. Ouais. Et non, moi, la banlieue, j'y connaissais rien avant de, je sais pas quoi, avant d'avoir 18 ans, quoi. En gros. Donc il n'y avait pas plus mauvais visiteur que moi au départ. Tu vois. Et donc je tombe sur cet endroit et là je me dis c'est bon là je sens tout de suite que c'est bon, et donc je me fais inviter à enseigner. Je reste longtemps, etc. Et puis je fais un séminaire en disant aux étudiants, un séminaire de théorie de l'architecture contemporaine, mais la règle du jeu c'est que vous êtes obligé de trouver le moyen de relier ce dont vous voulez parler à Ithaca, historiquement. Vous vous démerdez. On a le droit de réfléchir qu'à partir de matériaux locaux. Tu les as mis dans la situation où étaient tous ceux dont on vient de parler. Voilà. Mais ils étaient étudiants, ils étaient captifs. Ils étaient captifs dans cette ville dont ils ne peuvent pas s'éloigner, où les parents les mettent souvent parce qu'ils se disent voilà, au moins c'est pas dans une grande ville, ils n'iront pas faire les cons, etc. C'est une très bonne école du coup d'architecture là, pour ça. Tu vois. Et donc ils se retrouvent dans ce paysage, ils en ont marre au bout d'un moment. Même Gordon Matta Clark, il se demandait comment il était débarqué là, quoi. Mais au bout d'un moment, certains comme lui développent c'est une matrice extraordinaire. Alors après, une fois qu'on est parti sur une idée comme ça, la paranoïa marche toute seule, c'est-à-dire qu'on trouve des trucs. Tout vient aider le projet. Je savais absolument pas, en commençant ça, que l'auteur de la ville d'Ithaca, le fondateur de la ville d'Ithaca, c'est l'auteur de la grille de Manhattan. Et qui rêvait, pendant qu'il dessinait la grille pour tout ça, machin, il rêvait d'aller à Ithaca. Donc pour moi, c'était extraordinaire. De même que Rem était à Ithaca, en train de ne penser qu'à Manhattan, l'auteur, et considérant la grille de Manhattan comme the most courageous act of prediction in Western civilization, l'auteur de cet acte en question ne rêvait que d'Ithaca. Alors voilà, à partir de là, si tu veux, c'est foutu, tu es obligé de le faire. Mais Smithson, c'est là aussi que tu t'es mis à t'intéresser à... Ah non, ça c'était aussi une des raisons pour moi d'y aller. Parce que Smithson, je connaissais le projet qu'il avait fait
entre le lac et l'université. Ça, c'était Smithson, je connaissais par cœur. Donc je savais que c'était un moment important et je voulais voir d'ailleurs l'endroit. D'accord, mais est-ce que dans le parcours de Drakebourg de Robert Smithson, est-ce qu'il a son exploration de ce que tu appelles le théâtre suburbain de l'enfance, hein, c'est-à-dire la ville où il est né, Passaic, là, qui est une banlieue un peu déstructurée. Il en a fait tout un reportage, à la fois écrit et photographié, etc. Tout ça, ça faisait partie de tes connaissances, ou est-ce que c'est là-bas sur place que tu t'es mis à convoquer ça pour non, ton projet? Ce livre-là, qui est paru en français en 2010, en fait, c'est un article du Visiteur de 98 ou 19, je sais plus. Grandi. Voilà. Non, c'est le même. C'est absolument le même, sauf qu'il y a des images un peu différentes, mais c'est absolument le même. Donc oui, je suis complètement là-dedans à l'époque, et Smithson est une des raisons pour lesquelles je veux y aller. Et Mata Clark, c'est une autre. Et puis Rem, et puis Colin Rowe, et puis tout ça. Ça, c'est la raison pour laquelle je veux y aller. Mais après, je trouve, d'une certaine manière, Nabokov, c'était vaguement là, mais je suis même pas sûr que j'avais lu Pale Fire à l'époque, donc qui est vraiment le roman qui attrape Ithaka. Qui n'est pas le plus lu. Ouais. Donc je savais qu'il y avait été, mais qu'il avait été prof là, donc c'était amusant, c'était un truc en plus. Mais quand je me suis plongé dedans là, par contre, je me suis rendu compte à quel point c'était. Parce que pour moi, le Nabokov dans mon livre, Nabokov c'est presque la partie la plus importante, parce que, enfin, pas en écriture puisque c'est presque pas écrit encore, mais au fond. Comme présence fantomale. Mais non, mais parce que Nabokov, c'est d'une certaine manière l'écrivain qui construit ses romans. On parlait tout à l'heure de la construction des trucs de Colas ou d'autres. La construction et les structures romanesques, Nabokov en a fait son sujet, le sujet particulier de ses cours qu'il donnait, et surtout, il a exploité ça dans ses romans d'une façon invraisemblable. Là aussi, il y a des ascenseurs qui passent dans tous les coins, des tunnels qui rapprochent des trucs, des régions ou des paysages en 4 dimensions. Enfin bref, c'est extraordinaire, Nabokov, comme ça. Il vous balade dans Ada, par exemple, dans une... Tu lis, vous connaissez Ada, on lit le roman comme ça, ça se passe une histoire d'inceste entre 2 cousins, frères, on ne sait pas très bien, enfin, puis ils découvriront qu'ils sont frères et sœurs au bout d'un moment, mais ça se passe dans une espèce de Nouvelle-Angleterre, en 1800, machin, puis au bout d'un moment, au bout de 100 pages, où il y a quelqu'un qui... Vous ne faites pas très attention au début, il y a quelqu'un qui attrape un dorophone. Alors vous dites c'est peut-être une invention qui a eu une vie courte, ça a échappé à mon attention, tout ça, parce que c'est très incident comme ça. Et puis après, vous êtes en 1880, puis vous rencontrez des équipes de cinéma. Il y a des gens qui sont acteurs dans le cinéma, comme ça. Alors, et puis bon, vous découvrez que vous êtes sur Antiterra, au bout d'un moment, non pas sur notre terre, mais dans une autre terre, dans laquelle vous pouvez être simultanément en Russie et en Amérique. Vous voyez et donc à plusieurs époques. Donc c'est des réflexions sur l'espace-temps et c'est magnifique. Mais c'est magnifique dans les romans où il y a où il y a un truc de ce genre, enfin, où on décide de sortir des règles du truc, mais c'est magnifique dans les autres. Par exemple, il y a des pages dans ses mémoires sur la mort de son père, sur son père, les souvenirs de son père d'enfance, vus depuis une pièce particulière, il s'en souvient. Son père... il dînait dans les grandes datchas de la noblesse russe, comme ça. Et puis il se souvient qu'on venait chercher son père, les machins, parce qu'il y avait des paysans qui voulaient le rencontrer dehors, comme ça. Donc il a décrit hyper bien l'atmosphère, la pièce, etc. Tout. Et puis après, il voit son père, il prenait le barine, comme ça, puis il le faisait... quand il avait accepté la requête des paysans, Et donc il voit son père léviter, comme ça, à travers les vitres, pendant qu'ils sont en train de manger, comme ça. Et puis après, il se repose, et un texte comme ça, une phrase magnifique, une période magnifique, où le père descend et finit dans son cercueil, avec les trucs. C'est génial, quoi. Donc il arrive à attraper plusieurs moments de l'histoire de son père, dans une seule phrase, comme ça, très physique, très spatiale, comme ça. C'est extraordinaire. Et c'est ce que tu as essayé de faire avec ce livre, d'ailleurs. À la fois le côté
non conduit par la main entre les arguments que tu évoquais à propos de Remkoulas, mais aussi une construction où tu rends toutes sortes de choses contemporaines, même en traitant presque une question théorique posée par Nabokov, c'est la question de la mémoire. Ouais. Parce que lorsque je te posais des questions sur qu'est-ce qui va faire les compétences de ce regardeur de site qui permettrait de renverser le relation programme-site, ce que tu sembles mettre en avant, c'est la mémoire qu'il faut dégager, la mémoire, tout ce que le site possède comme élément de mémoire. Et qui, chez Nabokov, je crois que tu le cites à un moment donné, chez Nabokov, il dit tout dans la mémoire est contemporain. Ouais. Il n'y a pas de l'ancien et du mat, tout est là en même temps. Il a une autre... y compris son père en train de sauter, de l'éviter. Là, ouais. Il a une autre expression que j'adore. Il dit si les lignes parallèles ne se rencontrent pas, c'est pas parce qu'elles peuvent pas se rencontrer, c'est parce qu'elles ont autre chose à faire. Et donc j'aime bien parce que en gros, tu peux, quand tu montes ces histoires comme ça parallèles, elles ont autre chose à faire. Et en même temps, tu peux montrer en quoi elles se rencontrent en fait. Tu vois, tu les fais se rencontrer par la façon dont tu les agences comme ça. Mais pour l'architecture, j'imagine que c'est un peu pareil. Moi, j'ai été fasciné par exemple, je suis absolument fasciné par ce texte que beaucoup de gens maintenant méprisent parce qu'il a l'air de faire partie de l'héritage néo-moderne que plein de gens font profession de rejeter, qui est le texte de Colin Rowe sur la transparence, que je trouve un des textes les plus géniaux écrits sur l'architecture. Enfin, personnellement, j'en ai pas beaucoup lu d'aussi bon. Où en gros, il a d'ailleurs disparu, il est introuvable. Puis il est mal traduit en plus, en français c'est horrible. Je vous signale, hein, la phrase de la fin de ce texte-là, où est-ce que oui, non, des mathématiques. C'est en français, dans la traduction française, c'est le contraire de ce que dit Colin Rowe. Le contraire. C'est pas juste machin, c'est l'inverse. Il termine en disant si les gens n'arrivent pas à produire une architecture aussi bonne, c'est parce que ça c'est ce qu'il dit lui. Il ne se donne pas de règles. Et la traduction française, faite dans les années où on s'en donne moins, dit c'est parce qu'ils sont trop asservis à des règles. Bon. Donc voilà, c'est ce genre de niveau de la traduction. À la fin des années 80. Ouais. Donc, ce que je veux dire, c'est que le texte sur la transparence, qu'est-ce que c'est ? C'est un truc à la fois très bête qui dit c'est la qualité d'une architecture vient de la multiplicité des lectures. Mais des lectures, pas au sens juste de l'œil, des lectures qui peuvent en être données. C'est-à-dire qu'autrement dit, n'importe quel élément d'un bâtiment doit pouvoir être engagé simultanément dans plusieurs configurations qui sont ce que l'on habite en réalité. C'est un ensemble de configurations plus que juste un espacement. Et c'est en fait, c'est assez... C'est quoi une fugue de Bach ? C'est la même chose. Oui, chaque note... Je veux dire, vous avez des plans. Chaque ligne harmonique, c'est comme un plan dans les maisons de Le Corbusier qu'analyse dans la Villa de Garches. C'est comme un plan. Chaque moment ou chaque note qui est jouée peut appartenir simultanément à plusieurs voix, ce qui fait que tu ne l'écoutes jamais pareil, parce que tu l'écoutes en faisant prévaloir telle voix plutôt que telle autre, ou en changeant de voix, etc. Et du coup, c'est inépuisable, à la différence d'une musique trop mélodique purement. Donc c'est tout de suite spatial. Et donc c'est exactement la même chose. Il y a des notes qui ne sont pas jouées parce que si elles étaient jouées, elles seraient dissonantes. De même qu'il y a des dispositifs en architecture qu'on ne peut pas construire parce qu'ils seraient contradictoires spatialement. Tu vois. Donc, mais que l'auditeur fournit lui-même. Enfin bref. Mais pourquoi je disais ça ? Oui, parce que dans les bouquins, c'est pareil, d'une certaine manière. Dans les bouquins, c'est un autre matériau. C'est des histoires qu'on raconte ou des arguments qu'on développe qui sont juxtaposés parfois, mais qui ont des résonances qu'il s'agit de savoir développer toujours. Tu vois, Et ce que tu dis, tu fais le parallèle, ouais, je vois très bien, mais tu fais le parallèle avec de l'architecture. Est-ce qu'on peut faire le parallèle avec des morceaux de ville, avec du territoire, avec quelque chose qui ne soit pas dans la matérialité d'un bâtiment, mais qui comporte des vides, des pleins, des bâtiments qui peuvent être de tous les âges, etc. Voilà. Colin Rowe, c'était ça son projet. Après avoir fait le texte sur la transparence, dans l'époque où il s'en tenait à l'analyse des bâtiments modernes qu'il adorait tant, après quand il fait Collage City, il transpose ça à la ville. Il transpose ça à la ville
Parce qu'en gros, on voit bien Colin Rowe, c'est quoi? Colin Rowe, c'est un amoureux dingue des bâtiments des meilleurs architectes modernes, c'est-à-dire en particulier de Le Corbusier. C'est quand même vrai. Oui, il s'en cachait pas. Ouais. Non. Et un contempteur total de leur urbanisme. Et donc tout son problème, c'est comment réconcilier tout ça. Réconcilier ça. Ça. Et donc toute son idée sur le collage, toute son idée, le collage, c'est ça, ce qui vient directement du collage Picasso, Gris. Toute sa thèse, c'est de dire les peintres étaient bien plus intelligents que les architectes. Les peintres modernes étaient bien plus forts. Leur syntaxe mériterait d'inspirer celle de l'architecture. En même temps, il ne le fait pas littéralement. Il est contre tout ce qui est littéral. Donc c'est toujours une transposition du truc. Donc effectivement, il a beaucoup développé ça au niveau formel, en disant, c'est toutes ces oppositions qu'on connaît bien, quoi. C'est-à-dire l'architecture consommatrice d'espace contre celle productrice d'espace. Pour lui, les volumes, y compris de la cité radieuse, ne sont que des choses qui consomment de l'espace et qui ne le fabriquent pas, l'espace environnant. Et donc, les autres, ceux qui développent, c'est ceux qui rentrent dans un tissu comme ça et qui fabriquent avec lui le truc. Alors, il donnait toujours la cité radieuse. L'exemple qu'il donne, c'est la cité radieuse versus les offices. Les offices de Florence, parce que l'un pourrait quasiment être le moule de l'autre, quoi, sauf qu'il y en a un qui occupe l'espace, l'autre qui fabrique cette espèce de vide qui est autant insolite qu'un vide, que tout ça, et donc c'est ambigu, et donc il peut être lu de plein de façons différentes. Ça, sauf que là, ça commence à peut être un problème pour moi. Là où ça commence à être un problème pour moi, c'est quand... mais ce serait trop long. Mais parce que le texte sur la transparence, je sais pas si... Fais-le court, parce qu'après je vais passer la parole à la salle. D'accord. Ah bon? Ouais. Bah oui, donc, d'accord. Parce qu'il est déjà 8h. Ah déjà. Ouais. Donc le texte sur la transparence, vous le connaissez un peu? Bon, lisez-le. C'est génial. C'est vraiment si on peut le trouver, un tout petit texte. Lire en anglais. Non, il a été traduit dans le Mathématiques de la villa idéale et autres essais. Ah, c'est un pis-aller, truc, en réimpression. Non, mais quand même, on peut le lire. Hein. Mais si vous pouvez le lire en anglais, c'est encore mieux. C'est sûr que c'est plus précis. Mais en gros, il dit la maison de Garches, génial. Vous voyez, la villa de Garches, parce que c'est plein de plans successifs qu'on perçoit que par fragments, en gros. Or, donc on construit une lecture du bâtiment quand on le regarde, que va contredire l'expérience quand on entre, sans casser la première lecture. Donc plusieurs lectures vont être simultanément possibles du machin. C'est un véritable dé qu'on roule sur la table qui peut être lu de plein de façons différentes. Bon. Ensuite, il passe à l'urbanisme. Parce qu'il dit il veut trouver l'équivalent en urbanisme. Il prend toujours Le Corbusier, le projet pour le Palais des Nations, comme ça, qui descend, vous savez, avec toutes ces couches de bâtiments qui descendent le long de la pente qui va au lac de Genève, bâtiment qu'il n'a pas réalisé, etc. Et où il dit c'est pareil, en gros, vous lisez des façades comme ça que vous traversez, etc. Vous avez une lecture différente. Déjà, son argument n'est pas génial. Alors, est-ce que c'est parce que le bâtiment n'a pas été fait, tout ça? Bon, mais il n'est pas génial. Et puis surtout, quand il parlait, il est moins bon que celui de la Villastin, parce que le Villastin, il disait, ça vaut autant pour les couches verticales que pour les étages du truc, ça marche dans tous les sens, les lectures. Bon. Et là, il ne s'intéresse absolument pas, Colin Rowe, au rapport de toute cette affaire avec le sol. Pas du tout. Or, Le Corbusier ne pense qu'à ça. Et quand il défend son projet, il parle d'une conception paysagiste de l'architecture. Et c'est quoi sa conception paysagiste? C'est de dire, non seulement il y aura ces coulisses comme ça, mais elles seront toutes sur la cote zéro, comme il parle. La cote zéro, ça veut dire qu'on sera au niveau du sol quand on rentre dans le site, puis la pente descend, et elles resteront sur la cote zéro, si bien que quand on arrivera, elles seront 9 mètres au-dessus, soutenues par des piliers, le lac en dessous, etc., etc., etc. Donc il y avait le niveau de l'architecture, en gros, et le niveau de la nature, comme ça. Alors là, moi je demanderais à Colin Rowe, mais ça c'est littéral ou c'est phénoménal? C'est ambigu ou c'est pas du tout ambigu? Parce que à la première lecture, c'est pas du tout ambigu. Niveau de l'architecture, niveau du truc. Donc je pense qu'il faut pousser Colin Rowe plus loin. Il a été génial pour passer de l'analyse de la peinture moderne à l'analyse de l'architecture, à transposer ces notions de transparence, d'ambiguïté, etc. Mais qu'il a été
incapable, enfin incapable, Il l'a pas fait. il n'a pas transposé dans le champ du rapport à l'existant, à l'histoire d'un site et d'un paysage et tout ça. Ça, il rentre pas dedans. D'ailleurs, ça l'intéresse pas. Il y a bien un petit annexe. Ce qui est étrange, c'est qu'il enseignait à Ithaca, où justement le site géologique est si important pour tous les gens qui sont là-bas. Ouais, mais autant lui, Kungers, et ils ont tourné le doigt, ça. Colas, ouais, ils ont. Et si, ça les. Tous, quand j'en parle avec, quand j'en ai parlé avec Kungers ou Colas, c'était un site qui les a impressionnés. Mais je veux dire, ils n'en ont pas fait grand-chose. Ils n'ont pas fait un travail de pensée. Non. Bon, qui veut prendre la parole? Jusqu'à 18 ans, vous n'aviez jamais mis les pieds en banlieue. Qu'est-ce Qu'est-ce que ça a produit comme choc alors de découvrir la banlieue? Mais justement, disons, j'avais jamais, je pense que j'avais jamais vraiment regardé des banlieues ou des espaces périphériques autrement que pour me dire, ouais. Moi je faisais le voyage souvent parce que on allait souvent à la campagne, à 60 km de Paris, près de Mantes-la-Jolie, où ma grand-mère avait un endroit comme ça. Et donc on a fait ce trajet, j'ai fait ce trajet, je le fais toujours. Elle est plus là, mais j'ai une tante. Moi. Et donc je fais et ce trajet, je me rappelle de chaque fois être impressionné par comment ça changeait, quoi. Et en particulier comment maintenant, depuis qu'on quitte Paris, maintenant il n'y a plus de feu jusque là-bas presque, parce que tout est organisé maintenant, tout est fluide. Tout est, j'exagère un tout petit peu, mais tout est devenu accompagné. Donc ça, je me souviens que ça me donnait à réfléchir déjà à ce moment-là, mais voilà, j'étais un mec du bourgeois du centre-ville qui allait à la campagne et la banlieue, c'était laid. Donc après, je me suis un peu plus intéressé à ça. Donc je la connaissais un peu, mais j'en ai vu d'autres aspects, ceux qu'on ne voit pas dans les couloirs automobiles qui vous conduisent ailleurs, quoi. Cela dit, je ne suis pas non plus un gros spécialiste de la banlieue. Quand ça a été la source de pas mal d'ambiguïté d'ailleurs. Quand je parle de suburbanisme, à la fois, oui, je veux désigner, je veux que cette connotation avec la suburbia vienne à l'avant-plan, parce que je pense que c'est un territoire dans lequel l'architecture de paysage et cette démarche qui va du site vers le programme a davantage à voir avec ce territoire-là, pour toutes sortes de raisons. En même temps, je veux aussi insister sur le simple fait d'aller du site vers le programme, et pour moi, ça peut arriver que ce soit pertinent partout. Presque partout. C'est difficile de faire un aéroport suburbaniste. Mais il y aura bientôt plus d'aéroports, donc c'est pas... Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire de l'environnement, surtout. C'est ça qui m'intéresse. Ça peut rentrer dans Ithaca, ça. Ouais, mais j'ai du mal, parce que là, il faut que je le fasse, ce livre, parce que ça fait 8 ans que c'est, en gros, que je le traîne, mais j'ai eu d'autres histoires entre-temps. Et là, il faut absolument que je le fasse. En plus, j'ai un sponsor maintenant américain pour que je le traduise, donc je suis obligé de le faire. Mais c'est vrai que c'est un peu tard, parce que maintenant, ce qui m'intéresse vraiment, ça m'intéresse toujours, hein, mais c'est l'histoire de l'environnement. Je pense qu'on peut pas. On a longtemps parlé de développement durable. C'est fini. C'est fini. Hein. On parle aux États-Unis. Je sais. Oui. Enfin, dans tous les sens du terme. C'est-à-dire que réfléchir au durable, c'est déjà se poser la question de savoir qu'est-ce qui a duré. Et s'il y a une discipline qui a fait de la durée son sujet, c'est bien l'histoire. Et donc, de re-regarder l'histoire de nos disciplines, leur jurisprudence à la lumière de ces questions, ça me paraît essentiel. Or, dans les écoles d'architecture, ces questions d'environnement, allez, disons qu'elles intéressent un tout petit peu les gens dans le département de la construction, qui vont vous faire du passif, qui vont vous gérer plein d'autres trucs, etc., qui connaissent le HQE, etc. Ça va... J'exagère un peu, hein, mais ça n'affecte que très peu ceux qui ont la charge d'enseigner l'histoire et la théorie de l'architecture. Or, ça devrait. Je veux dire, on fait toujours. C'est tout à fait normal. Ça rejoint ce qu'on discutait tout à l'heure sur la nature de ces livres
comme Delirious New York, c'est tout à fait normal qu'on fasse l'histoire en fonction des préoccupations du présent. Or, ça devrait changer la façon complètement qu'on a de regarder le passé et de l'évaluer, et d'en tirer des leçons, et de considérer des cas qui sont utiles pour nous, c'est-à-dire faire la jurisprudence de l'architecture, la jurisprudence des problèmes qu'on se pose aujourd'hui. C'est pourquoi maintenant, moi, j'enseigne plus que ça dans les écoles. Depuis que je suis revenu aux États-Unis, je n'enseigne que, pas tout à fait, mais je considère que le truc qui m'intéresse le plus, auquel je mets le plus d'efforts, c'est de l'histoire, ce que j'appelle histoire et art de l'environnement. Tu peux remonter loin ? Ah bah moi je vais jusqu'à l'invention du feu, le néolithique et tout ce que tu veux. Ouais. C'est-à-dire, j'y passe pas très longtemps, hein, mais je veux dire que ça me paraît important. Oui, en fait, ces problématiques environnementales, globales, elles nous remettent en face de quelque chose qui est tout autre chose que l'histoire. Parce que cette façon qu'on a eue, et moi on a tous été comme ça à l'école, pour moi en tout cas, cette frontière entre l'histoire et la préhistoire, par exemple, qui tourne autour de l'invention de l'écriture, parce qu'avant les documents, avant on n'a pas de documents, après de documents, maintenant ça existe, mais maintenant ça n'existe absolument plus, pour toutes sortes de raisons, c'est-à-dire que la génétique, le génie génétique, tous ces trucs-là, la génétique, pardon, et toutes sortes d'autres disciplines maintenant permettent de lire comme des documents, des coupes dans le sol, des trucs comme ça, ils sont bien plus fiables que les documents écrits qu'on a évidemment après. Et donc c'est une révolution énorme qui est en train de se produire dans l'histoire, de ce point dans les disciplines historiques et anthropologiques, etc., dont à l'évidence elles sont requises dans nos écoles, à mon avis. On ne peut pas tout enseigner dans les écoles, mais je veux dire qu'on peut relire en tout cas l'histoire de notre propre discipline qui a énormément contribué à la réflexion sur le durable, sur l'environnement, sur tout ça. J'ai lu mais là je finis après, comme ça c'est fini. J'ai lu un livre en 2006, 2005 quand j'étais aux États-Unis encore, un type qui est tout jeune, je sais pas, il doit avoir 40 ans maintenant, et donc prof d'éthique environnementale. Ça c'est aussi un nouveau truc qui est apparu dans les départements de philosophie, c'est la philosophie de l'environnement, la philosophie liée à ces questions. Il écrit à ses collègues en gros, c'est-à-dire à l'ensemble des gens qui se préoccupent de philosophie de l'environnement, et il écrit un bouquin qui s'appelle Landscape of Reform. Et il dit, on a trop pris l'habitude aux États-Unis de distinguer entre l'écologie profonde, la deep ecology, c'est-à-dire les gens qui veulent sauver les animaux pour eux-mêmes, les arbres pour eux-mêmes, qui pensent comme des montagnes, enfin, comme disait Michel Serres, etc., et l'écologie utilitariste, qui s'implique dans la défense de l'environnement comme ressource fondamentale pour l'humanité. Alors chez nous c'est un peu différent, mais là-bas aux États-Unis c'est très cloisonné, en tout cas dans les discours. Et donc un peu à la manière d'un Bruno Latour, il vient dire on a l'habitude de l'opposer, mais en fait on ne le fait pas dans la pratique. Et il dit il y a en fait une tradition d'environnementalisme pragmatiste qui tient des deux à la fois, et dans une pose très aristotélicienne qui est un juste milieu entre deux défauts, quoi, en gros, et qui fait la synthèse de tout, qui est formidable. Bon. Et qu'est-ce qu'il donne comme exemple de gens qui illustrent cette philosophie pragmatiste de l'environnement? C'est des gens tout près de chez nous. C'est alors celui-là vous le connaissez pas, mais c'est un botaniste qui moi m'a passionné, qui est un de mes héros de Ithaca, qui est un botaniste, inventeur de la notion de ruralisme comme l'équivalent de l'urbanisme à la fin du siècle dernier, en disant c'est bien de faire de l'urbanisme, mais on ferait bien de se préoccuper aussi avec autant de soin, vous voyez, de la campagne et tout ça. C'est un Américain, ouais, Liberty Hyde. Lui, il parle aux Américains, il prend des exemples américains. Le deuxième exemple qu'il prend, c'est Lewis Mumford. Lewis Mumford comme grand représentant de ça. Le troisième, pas tellement. Pas tellement, parce que c'est quelqu'un qui a quand même alors, tu pourrais dire, il est a priori plus utilitariste. Mais en même temps, avec une ampleur très grande, qui lui fait d'ailleurs vouloir faire une biographie de Bailey, du premier. Pendant longtemps, il est très là-dedans, tout ça. Le troisième, c'est Benton McKay, le paysagiste, enfin l'ingénieur forestier qui fait le plus grand projet de paysage de l'histoire du paysagisme, qui est au-dessus des Adirondacks, des Appalachian Trail.
2000 miles de pistes, de restauration, de restanques, etc., entre le sud de l'Amérique de l'Est et le Canada, quoi, le Québec, quoi, la Géorgie jusqu'au Québec, et qui est toujours utilisé aujourd'hui, et qui était un argument de restauration de la première frontière américaine qui avait laissé ses traces rurales, etc., dépassées par les suivantes. Génial projet. Et le dernier, c'est Aldo Leopold, c'est-à-dire le théoricien considéré comme le père de l'écologie profonde, mais qui était chasseur, qui était aussi ingénieur forestier, qui était tout ça, et qu'il réclame aussi du truc. Il est malin, non mais il est malin ce truc, et donc il nous met en présence un peu des gens de la famille, quoi. Mumford, Mackay, ça devrait être... là, j'étais l'autre jour dans un petit colloque Mumford vachement sympa, où on parle enfin de ce type énorme, quoi. La meilleure histoire des villes, la meilleure histoire des techniques, pour moi, celle de Mumford, toujours. Merci.